parole est à présent à Madame Brigitte Klinkert pour le groupe EPR. Madame la Présidente, chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Le 25 septembre, Cécile Kohler a eu 41 ans. Elle aurait dû fêter son anniversaire entourée de ses proches et de sa famille. Mais elle était, et elle est toujours, comme depuis plus de 3 ans, détenue par le régime iranien avec son compagnon Jacques Paris. Depuis mai 2022, ces 2 Français sont retenus arbitrairement, sans preuve, sans procès équitable, de véritables otages d'État. Ils font l'objet de traitements inhumains et dégradants, une véritable torture. Ils sont à bout, comme leur famille. Le 14 octobre, la prétendue justice iranienne, aux ordres d'un régime criminel, les a condamnés à 20 et 17 ans de prison pour, je cite, « espionnage au profit de la France et du régime sioniste ». Des accusations absurdes, sans aucun fondement. C'est un nouveau choc pour eux, pour leurs familles, pour leurs proches, pour tous les Français attachés à la liberté et à la dignité humaine. Je veux saluer la mobilisation citoyenne en Alsace et dans tout le pays, celle des élus, celle des parlementaires, ainsi que le geste fort de la présidente de l'Assemblée nationale qui a affiché leur portrait devant l'Assemblée en soutien, ainsi que les... ainsi que les initiatives de nombreux collègues comme Éric Bothorel, Louise Morel, Olivier Becht et bien d'autres. Nous resterons unis et mobilisés aux côtés de la diplomatie française jusqu'à leur libération et leur retour à la maison. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser quels moyens diplomatiques et politiques la France déploie pour obtenir la libération immédiate et inconditionnelle de Cécile Kohler et Jacques Paris? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la questeur, pour cette question qui permet à l'Assemblée nationale de manifester à nouveau sa solidarité envers nos otages et nos compatriotes. Merci beaucoup, mes chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Brigitte Klinkert. Le 20 mars dernier, nous avons obtenu la libération d'Olivier Grondeau après 887 jours passés en détention en Iran. Et le 8 octobre dernier, c'est avec soulagement que nous avons obtenu la libération de Lénard Monterlos, qui était quant à lui détenu depuis 4 mois en Iran. C'est le résultat du travail des agents du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, dont je veux saluer ici une nouvelle fois le professionnalisme et le dévouement. Mais nous sommes et restons très préoccupés par le sort de Cécile Kohler et Jacques Paris, retenus otages en Iran depuis plus de 3 ans maintenant, par leur état de santé physique et morale. Nous exigeons leur libération immédiate et inconditionnelle. C'est ce que j'ai redit à mon homologue iranien, que j'ai eu au téléphone ce week-end. C'est ce que le président de la République a dit au président iranien et aux côtés de leur famille. J'ai rencontré, quelques jours après l'anniversaire de Cécile, le 30 septembre dernier, sa famille et la famille de Jacques, avec lesquels nous restons en contact par l'intermédiaire du centre de crise et du soutien du Quai d'Orsay. Et le 14 octobre, jour de cette condamnation qui repose, comme vous l'avez dit, sur aucun fondement, c'est nos représentants sur place à Téhéran qui ont pu leur rendre visite. Nous restons en lien avec eux, nous exigeons leur libération immédiate et nous nous préparons d'ores et déjà à ce que, au jour de leur libération, un accueil puisse leur être réservé après le calvaire qu'ils ont traversé. Parce que ce calvaire ne s'arrêtera pas au moment de leur libération et il nous faudra pouvoir les accompagner au moment où ils rentreront en France. Donc vous voyez, Madame la députée, sous l'autorité du Premier ministre, le gouvernement est mobilisé pour assurer la sécurité et la protection de nos compatriotes à l'étranger et pour se battre pour obtenir la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris. La parole est à présent Monsieur Stéphane Rambaud pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Il y a quelques jours, vous affirmiez qu'il n'y avait en France que 200 000 étrangers en situation irrégulière. Confronté à vos propres contradictions par la journaliste Sonia Mabrouk, vous avez finalement reconnu qu'ils étaient près de 700 000. Un tel écart ne relève plus de l'erreur, mais d'un mensonge délibéré. Le plus surprenant, c'est que vous reprenez les mêmes chiffres
que Gérald Darmanin en 2021. À qui ferez-vous croire que 4 ans plus tard, le nombre de clandestins serait resté quasi inchangé alors que la France a battu tous les records d'immigration et que le taux de reconduite à la frontière demeure dérisoire? En minimisant la réalité, vous masquez non seulement l'ampleur du phénomène migratoire, mais aussi la responsabilité écrasante du pouvoir macroniste dans cette défaillance d'État. Votre responsabilité est d'autant plus accablante que ces défaillances ont parfois conduit à l'irréparable. Chacun se souvient du drame de la petite Lola il y a 3 ans. À l'époque, vous étiez préfet de police de Paris. L'auteur de ce crime atroce faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français que vous n'avez pas fait exécuter. Ce manquement tragique dans ses conséquences symbolise l'impuissance d'un État qui ne fait plus respecter ses propres décisions. Vous prétendez incarner la fermeté. Les Français ne voient que renoncement et soumission. Ma question est simple. Combien de temps encore continuerez-vous, Monsieur le ministre de l'Intérieur, à travestir la vérité pour dissimuler l'impuissance des gouvernements successifs et la vôtre face à la submersion migratoire? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Alors ce chiffre, je l'ai donné, je le redis, c'est 700 000. C'est une estimation qui résulte, pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne mes services, d'une estimation par rapport à l'aide médicale d'État. 700 000 étrangers en situation irrégulière. D'autres chiffres ont été donnés, mais on se situe à peu près dans cette fourchette. Je vous le dis d'ailleurs très clairement. Vous sous-entendez que cette estimation, cette fourchette serait finalement une volonté de travestir la réalité. Voire pire, c'est ce que vous dites, on ne ferait rien. On ne ferait rien contre l'immigration illégale. Vous voulez des chiffres? Ben moi, je vais vous en donner. Je vais vous en donner des chiffres. 150 000 étrangers en situation irrégulière interpellés en 2024. C'est important, c'est plus 25%. Nous avons reconduit, puisque vous parlez des reconduites, nous sommes, je le disais encore à ce micro la semaine dernière, nous sommes le pays qui reconduit de manière forcée dans les pays tiers le plus important d'Europe, avec un volume important, beaucoup plus que l'Allemagne. Donc nous avons une politique ferme. Nous démantelons des filières d'immigration. Nous retirons dans le cadre de la loi de 2024 qu'a fait adopter Gérald Darmanin des titres aux étrangers qui commettent des troubles à l'ordre public et des délits. Donc non, nous ne sommes pas fermes, nous sommes très fermes. Nous ne sommes pas mous, nous sommes très fermes. Alors, Monsieur le député, puisque vous êtes un haut fonctionnaire de police, je crois, vous avez été haut fonctionnaire de police, vous devez être toujours en contact avec les forces de sécurité intérieure. Vous n'en trouverez pas beaucoup qui vous diront que Laurent Nunez est un mou du genou, qu'il n'est pas ferme et qu'il ne fait pas montre d'autorité. Vous n'en trouverez pas beaucoup. Et comme ministre de l'Intérieur, j'ai la même politique, celle de la fermeté et de l'efficacité. Et vous ne pouvez pas dire que le président de la République n'a pas fait beaucoup pour le régalien depuis le 2017. Pensez à tout ce qui a été fait sur la lutte contre le narcotrafic, sur la lutte contre le terrorisme. Peu de choses avaient été faites avant 2017 et ça, je suis fier d'être un ministre du président de la République. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Intérieur. La parole est à présent Monsieur Alexandre Allégret-Pilot pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur Zuckman défile depuis un mois sur les plateaux de télé sans aucun contradicteur. Un plan sans accroc. Mais rassurez-vous, il n'y a aucune collusion entre la gauche et l'audiovisuel public. Il fallait taxer les riches, les communistes ici se sont rendus compte qu'ils en faisaient partie. Il faut donc taxer les très riches, les socialistes ici se sont rendus compte qu'ils en faisaient partie. C'est alors au tour des ultra riches. J'annonce, demain, vous nous parlerez de giga riches. On vous connaît, c'est censé être ciblé et temporaire, cela devient vite généralisé et permanent. C'est le festival. Les pauvres paieraient davantage d'impôts que les riches, quand bien même ce serait avec l'argent prélevé sur les seconds. Vous vous fondez sur un classement évolutif et qui comporte déjà 50% d'exilés fiscaux. En patrimoine, ces riches seraient passés de 6 à 46% du PIB en 30 ans. Étonnamment, on omet de dire que le reste de la population est passé de 18 à presque 130% du PIB sur la même période. Prix Nobel de fake news. On vous voit, là-bas vos lèvres, hurler vos fantasmes révolutionnaires. On voit surtout les alliances pour augmenter la pression fiscale du pays le plus imposé au monde. Tout le monde, sauf l'UDR et le RN, s'accordent pour ponctionner 20 milliards d'impôts supplémentaires sur le dos de la bête déjà moribonde. Quelle indigence! Où est le courage? Où est la liberté pour les Français?
Chaque euro supplémentaire prélevé sur le peuple, qu'il soit riche ou pauvre, est mal employé. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures et celle-ci n'a que trop duré. Après avoir gobé l'Assemblée, à quelle sauce l'ogre socialiste va-t-il dévorer le contribuable dans cet accord soviétique qui va du PCF à LR en passant par la Macronie? Assumez publiquement ces accords qui sont le dernier clou dans le cercueil de la France et dites-nous ce qu'il en sera de cet axe Zuckman version en même temps. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci Madame la Présidente. Vous savez, le débat parlementaire, pour moi, a toujours deux écueils. La caricature ou l'illusion. Et je pense, dans ce que vous avez porté, monsieur le député, il y avait pas mal de caricatures. Vous savez, il y a quelques mois, même quelques années, il paraissait que la majorité qui a soutenu l'action du président de la République et de ces différents gouvernements de 2017 avait, je cite, trop baissé les impôts. Alors je ne sais pas de quoi vous voulez parler aujourd'hui avec les mots qui ont été les vôtres. Ce que je sais, c'est que dans quelques jours, dans quelques heures, peut-être même, nous aurons un débat sur la fiscalité du patrimoine. Et ce débat, je tiens à vous dire, il va durer plus que les 2 minutes que la réponse que je dois vous faire aujourd'hui pourra comporter. Ce débat, il se fera entre parlementaires, il ne se fera pas entre économistes et il ne se fera pas par plateau de médias interposés. Il se fera ici parce que depuis 1789, c'est vous, mesdames et messieurs les députés, qui assurez le consentement à l'impôt, qui décidez quels sont les impôts et comment ils fonctionnent. Et dans ce débat, le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, portera en fait plusieurs convictions. D'abord, c'est que nous n'avons pas peur d'un débat sur la lutte contre l'optimisation fiscale. Nous n'avons pas peur de regarder comment nous proportionnons l'effort de chacun au redressement des comptes publics. Nous n'avons pas peur de regarder comment on évite le contournement à l'impôt, comment on évite la fraude. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'il y a un projet de loi de lutte contre la fraude déposé en même temps que le projet de loi de finances et le projet de loi sur la sécurité sociale. Mais dans ce débat, nous ne parlons pas que de fiscalité. Nous parlerons aussi d'entreprise, d'emploi, d'investissement. Nous parlerons de ce qui crée notre richesse. Nous parlerons de ce qui crée notre avenir. Et nous parlerons ainsi de ce qui pourra réduire demain le déficit. Mais il est vrai, monsieur le député, que nous parlerons aussi d'un dernier élément. C'est que depuis 1789, nous avons une déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui préserve l'égalité devant l'impôt, qui évite que l'impôt soit confiscatoire. Le Conseil constitutionnel y veille et nous devons y veiller avec lui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Vous avez quelques secondes, monsieur le député, si vous le souhaitez. Les accords de couloir fracturent notre pays et le consentement à l'impôt disparaît. Je vous remercie. La parole est à présent à monsieur Hendrik Davy pour le groupe écologiste et social. Merci, Madame la Présidente. Alors, selon l'OMS, en 2000, la France avait le meilleur système de santé au monde. Aujourd'hui, les hospitaliers, les médecins en ville ou les infirmières libérales n'en peuvent plus. Les Français, eux, n'arrivent plus à se soigner. 1 sur 3 vit dans un désert médical. 1 sur 4 renonce à des soins. Pire, des patients meurent faute d'être pris en charge à temps. Et c'est quoi vos solutions, messieurs et mesdames les ministres? D'abord, une nouvelle cure d'austérité avec encore moins d'argent pour l'hôpital. Mais en même temps, faire payer les plus pauvres, les personnes en situation de handicap et les retraités. Il fallait oser. Vous doublez les franchises médicales par décret et vous en proposez de nouvelles pour se rendre chez le dentiste et pour bénéficier de prothèses ou de béquilles. Vous vous attaquez aux arrêts de travail des caissières ou des ouvriers du bâtiment atteints de troubles musculo-squelettiques. Vous vous en prenez aux apprentis et aux salariés qui utilisent des chèques vacances ou des tickets restaurants. Vous vous en prenez à ceux qui bénéficient de l'aide adulte handicapé et aux malades en affection longue durée, atteints d'arthrose ou d'hypertension. Pourtant, une autre politique est possible. Abroger la réforme des retraites, donner des moyens aux hôpitaux, développer des centres de santé publics partout sur le territoire, aller vers un vrai service public du médicament. Mais c'est comme pour tout le budget général, où nous proposons une vraie taxe Zuckman, pas au rabais. Il est possible, dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, de faire payer les plus riches et les grandes entreprises. Et notre groupe propose de dégager pas moins de 22 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour financer cette politique. Supprimer des exonérations de cotisations sociales au-dessus de 2 SMIC, cela rapporterait 7 milliards d'euros. Soumettre à cotisation les heures supplémentaires et l'intéressement, 5 milliards d'euros. Augmenter la CSG sur les revenus du capital, encore 5 milliards d'euros. Donc, monsieur le ministre, ma question est simple. Quand allez-vous cesser de faire les poches des plus pauvres pour remplir celles des plus riches? Je vous remercie. La parole est à madame Stéphanie Rist, ministre de la Santé. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Davy, merci pour votre question qui concerne le budget de la sécurité sociale. La sécurité sociale, chers collègues, fête ses 80 ans aujourd'hui et notre défi collectif va être de la préserver, de préserver la protection sociale de nos concitoyens et je le dis avec une certaine gravité.
Ce déficit de la sécurité sociale aujourd'hui à 23 milliards, nous allons vouloir le faire passer à 17 milliards dans le budget de 2026. Malgré ce contexte, monsieur le député Davy, nous ne sommes pas dans de l'austérité, ce budget continue à progresser. C'est plus 5 milliards de dépenses pour la santé dans ce budget. Mais c'est vrai, c'est un budget contraint qui nécessite un effort collectif. Un effort collectif, vous l'avez dit, des assurés, il est vrai, avec les forfaits de responsabilité, ces franchises qu'on paye sur les boîtes de médicaments et sur les actes de soins. Savez-vous, monsieur le député, qu'un tiers des assurés, 18 millions de personnes dans notre pays ne payent pas ces franchises. Les plus fragiles, les femmes enceintes, les mineurs, ceux qui ont la contribution solidaire. Savez-vous, monsieur le député, que pour ces franchises, il existe un plafond, que la moyenne supplémentaire par an sera de 42 € en moyenne. Que dans ce budget, je l'ai dit, il s'agit d'efforts collectifs avec les industriels pharmaceutiques qui vont avoir une taxe, une contribution supplémentaire d'1,6 milliard. Les organismes complémentaires, eux aussi, seront mis à contribution. Alors pourquoi tous ces efforts? Et nous le faisons, vous avez parlé de l'hôpital, pour maintenir des budgets sur l'hôpital. Je pense aussi au budget sur la santé mentale, plus de 65 millions d'euros dans ce budget. Plus de 800 millions d'euros de revalorisation pour nos soignants. Voilà, monsieur le député, ce budget, c'est un engagement de tous et de nous tous. L'heure est à la gravité sur le budget de la sécurité sociale et je nous engage à avoir une responsabilité sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup, madame la ministre. Monsieur le député. Les actionnaires ont touché 100 milliards d'euros de dividendes cette année. Pourquoi ils ne peuvent pas contribuer selon vous? C'est quoi le problème, vraiment? Merci, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Pascal Lecamp pour le groupe Les Démocrates. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie. Monsieur le ministre, en France, en 2025, le travail ne permet toujours pas de vivre dignement. Bien souvent, il ne permet pas non plus d'être en mesure de changer son destin. Comme le démontrent nos débats depuis plusieurs jours, de nombreux groupes sur ces bancs veulent également remédier à l'insuffisante rémunération du travail et je les salue. Nous savons bien si les raisons pour lesquelles le travail ne paie plus assez sont multiples. Elles sont d'abord et surtout liées aux besoins de financement de notre État-providence. Il nous appartient donc d'apporter une réponse à un double défi. D'un côté, réduire la trop grande différence entre le salaire brut et le salaire net sur la fiche de paye, que nous constatons tous ici, et de l'autre, préserver notre modèle de protection sociale dont le financement, qui repose principalement sur le travail, est à bout de souffle. C'est pourquoi, avec mes collègues du groupe Les Démocrates, et notamment Nicolas Turquois et Philippe Vigier à la Commission des Affaires sociales, nous proposons d'augmenter le salaire net en opérant une bascule du financement de notre sécurité sociale. Reprenant pour part de l'UDP et d'Antoine Fouché, auteur de l'ouvrage « Sortir du travail qui ne paie plus », nous souhaitons faire évoluer dans un souci de justice la part de la consommation qui finance nos dépenses sociales en contrepartie d'une baisse de cotisation pour la moitié des Français. Un travail en profondeur est nécessaire et urgent pour s'attaquer sérieusement au sujet du pouvoir d'achat. Ma question est donc très simple. Le gouvernement est-il prêt, lui aussi, à ouvrir enfin et accompagner ce débat sur la refonte du financement de notre protection sociale pour que, dès 2026, le travail paie mieux? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lecamp, vous posez une question essentielle, bien sûr, pour que nous retrouvions une perception collective positive du travail. Et pour ça, effectivement, il faut que le travail paye. On est bien d'accord avec ça. Vous savez, d'abord, il y a un levier puissant pour garantir un salaire décent sur les bas salaires, c'est le SMIC, qui est revalorisé régulièrement en fonction des index. Depuis 2021, 9 revalorisations sont intervenues, 2,7 millions de salariés en ont bénéficié. Mais le SMIC ne peut pas tout, je vous l'accorde. Mieux rémunérer le travail, c'est évidemment ne pas être plafonné au SMIC. Et je voudrais porter une politique de relance de la promotion interne et de l'ascenseur social. Vous savez qu'à la demande du Premier ministre, je vais engager une conférence travail-retraite, parce que pour moi, la retraite est l'épisode supplémentaire après le travail. Et dans cette conférence sur le travail, je souhaite qu'avec les organisations syndicales et patronales, nous puissions parler de promotion interne, qui est la meilleure manière d'augmenter les salaires grâce aux qualifications et au développement des compétences. Je sais que vous êtes nombreux à être attentifs effectivement à ce que le travail paye et que les gens qui travaillent soient mieux rémunérés parmi nos Français. Et il y a des débats animés qui se font.
C'est une question, vous posez la question de l'écart entre le salaire brut et le salaire net. C'est effectivement une question cruciale qui renvoie à la question de fond du financement de la sécurité sociale, puisqu'aujourd'hui on sait que le travail finance 65% du budget de la sécurité sociale. Nous sommes d'accord pour ouvrir le débat. Pourquoi pas en 2026? C'est un débat structurel qui ne sera pas simple et toutes les idées seront les bienvenues, les vôtres aussi. Et vous savez que notre méthode, c'est l'écoute, c'est le dialogue. Et donc, le moment venu, bien évidemment, nous explorerons toutes les pistes qui permettront à la fin que les salariés soient mieux payés dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, au nom du groupe démocrate, je vous remercie pour cette ouverture, Monsieur le ministre, et nous sommes à votre disposition et celle des groupes qui le souhaitent, avec des propositions pour travailler à des contributions dans ce sens. Je vous remercie. D'ici jeudi, si possible. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à présent à Monsieur Édouard Bénard pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à messieurs les ministres du Travail et de l'Éducation nationale. Depuis 2018, la filière de l'apprentissage survit du fait des nombreuses exonérations de cotisations sociales salariales, patronales et grâce aux subventions publiques. Ces cadeaux sur le dos de nos finances publiques ont multiplié le coût de l'apprentissage pour l'État par 3,5 entre 2018 et 2024. Dans le cadre du PLFSS pour 2026, vous avez annoncé la fin complète du dispositif d'exonération de cotisations pour les apprentis. C'est l'aveu d'un échec cuisant, celui d'un modèle d'apprentissage pensé pour le patronat et perfusé à l'argent public. Et je ne parle pas là des petits patrons de nos commerces de proximité, mais de ces groupes chez qui les contrats d'apprentissage sont utilisés pour remplacer les emplois pleins et entiers, qui plus est surexposés au risque d'accident de travail. Que la création d'emplois ne puisse se faire au détriment de la Sécu, bien évidemment, ici on en partage le constat. Mais vos revirements brutaux ont un coût. Léa, 17 ans, apprentie pâtissière, moins 146 € par mois. Joachim, 21 ans, chaudronnier, moins 188 € par mois. Salim, boulanger, de 18 ans, moins 161 €. Et qui peut vivre, et je parle là des adultes et que d'adultes, avec 613 € par mois, sincèrement. Et cela s'ajoute à pléthore de mauvais coups, gel des minima sociaux, de l'APL, la fin de l'aide des 500 € pour que les apprentis puissent se payer le permis de conduire. Non, nos jeunes ne seront plus la variable d'ajustement de votre budget de casse et de classe. Ce sont des avenirs professionnels menacés dans l'immédiat et des filières d'excellence mises sur la sellette. Messieurs les ministres, la voie de l'apprentissage arrive à un tournant et il faut la repenser. Soit les apprentis sont considérés comme des travailleurs et alors ils sont payés dignement et nous œuvrons à en clarifier le cadre légal, soit c'est à l'école et dans les ateliers qu'ils doivent apprendre leur métier. Mais cela ne se joue pas à coup d'amendement à un funeste PLFSS. Alors pour cela, il nous faut une vision, il nous faut une perspective. Merci, messieurs les ministres, quelle est la... La parole est à Monsieur Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bénard, avant de vous répondre sur le fond de votre question, je souhaite être clair. Pour moi, la politique d'apprentissage est un vrai succès dans ce pays. Nous sommes passés de 400 000 apprentis à plus d'1 million. Nous avons ouvert une vraie voie nouvelle de formation puisque 10% des diplômes maintenant sont issus de l'apprentissage. Je remercie d'ailleurs tous les parlementaires qui se sont engagés dans cette voie qui est un vrai succès de formation dans notre pays. Monsieur le député, notre contexte économique est difficile, vous le savez, et en tant que ministre du Travail et des Solidarités, je me dois d'assurer que l'argent des Français est bien utilisé, bien évidemment. La politique d'apprentissage doit répondre à cet engagement et on doit vérifier que chaque euro fléché dans cette politique permet d'améliorer l'insertion des jeunes dans l'emploi. Comme vous, je suis sensible aux enjeux du financement de notre système de protection sociale et d'équité des actifs. En fait, tout travail mérite cotisation. C'est un peu le principe général. Dans ce cadre-là, l'exonération des cotisations salariales en faveur des apprentis représente un coût important, 1,6 milliard d'euros. Les apprentis disposent des mêmes droits contributifs que les salariés sans y contribuer à proportion de leur rémunération. Il est donc, à mon sens, légitime que nous puissions au moins débattre du fait qu'ils cotisent à hauteur des droits sociaux dont ils bénéficient, même si j'entends aussi vos arguments que vous avez pu exprimer. Je tiens également à vous rappeler, Monsieur le député, que les salariés à temps partiel, lorsqu'ils sont étudiants, ne disposent pas de cette exonération. Il s'agit donc d'une vraie exception qui mérite débat. Nous pouvons avoir un débat constructif sur le sujet. Je serai ravi d'ailleurs de vous recevoir dans mon ministère pour trouver les moyens de renforcer encore davantage l'apprentissage dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.